Donc, comme vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, c'est Taylor Smith, un joueur afro-descendant au Québec en 1899 et 1900. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, mais il y a un joueur noir qui a joué au Québec dans ces années-là. On était au courant, et puis il y a eu une petite aventure en 2021 qui a fait en sorte que ce monsieur-là, qu'on n'avait pas oublié, mais pratiquement, qui est venu sur la sellette. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de commencer. Attends, voilà. Bon, et voilà. Donc, en janvier 2021, il y a une découverte incroyable qui s'est produite. C'est qu'il y a un collectionneur américain s'est procuré, lors d'un encan, euh, une photo d'un joueur de baseball noir qui était, puis sur la photo, c'était bien marqué rue Richelieu, Saint-Jean, PQ. Et puis, monsieur, donc, il veut que je taise le nom, mais c'est un collectionneur qui est quand même assez important là-bas et qui a partagé sa découverte sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus sur le joueur en question, le joueur noir. Et John Thorne, l'historien du baseball majeur, s'est manifesté. A regardé la photo, il a dit ça, c'est un travail pour mon ami Patrick Carpentier à Montréal. Et il avait bien raison. Donc, je me suis acquitté de la tâche. Mais aussitôt que j'ai vu ce personnage-là sur la photo, qui avait Saint-Jean sur la poitrine, donc je savais tout de suite qui c'était, parce que notre collègue Alexandre Pratt à Saber Québec, ancien membre, un membre important des débuts de notre chapitre, qui avait déjà recensé les joueurs de la Ligue provinciale entre 1898 et 1905, et qui avait trouvé qu'il y avait un certain Smith, qui était un joueur noir, qui avait joué pour Saint-Jean en 1900 et en 1899 pour les Mascottes de Montréal. Donc, ça me paraissait assez évident que le monsieur en question sur la photo était ce même Smith-là. Comme vous le savez, les joueurs à ce moment-là, blancs ou noirs, encore plus noirs, euh, on connaissait très peu leur nom de famille, puis souvent aussi, ils utilisaient des pseudonymes, mais ça devenait compliqué un petit peu pour essayer d'en savoir plus sur le joueur qui figurait sur la photo. Mais on était capable quand même d'avoir des indices. Fait que ce qu'on a fait comme des généalogistes, on est tourné en arrière un petit peu pour aller plus en avant. Donc, on connaissait M. Smith. Quel était son prénom? On ne le sait pas, mais on sait qu'il a joué pour les Mascottes en 1899. Et les Mascottes ont remporté le championnat. Et il y avait une photo d'équipe dans le journal La Patrie et qui nous parlait de M. Smith, un fameux joueur de Hull que l'on avait fait venir spécialement pour les parties de détail. Donc, on sait que ce M. Smith-là, comme vous voyez, c'était un monsieur de couleur. C'était bien lui. Et il venait de Hull. Donc, en retournant dans les journaux de Hull, on était capable de trouver quelque chose. C'est voilà ici, dans le Ottawa Citizen, qui nous dit, attendez juste une minute, je vais juste tasser ma fenêtre ici un petit peu. OK. Bon, c'est ça. Donc, il nous dit ici que feature of the game was the pitching for Hull of Taylor Smith, a Negro, formerly of the Cuban Giants. Donc, on retourne en arrière encore plus. Là, ça me donne encore plus d'indices. Il a joué pour les Cuban Giants. Comme vous savez, c'est une équipe qui est quand même assez fameuse aux États-Unis. Donc, voilà. Les Cuban Giants, c'est pas l'équipe dans laquelle il appartenait. Il n'est pas là, M. Smith, mais c'est une équipe de joueurs afro-descendants aux États-Unis qui était itinérante, qui sont venus à plusieurs reprises au Québec au cours des années 1895-1910. Et apparemment, M. Smith faisait partie de cette équipe-là. Et comme vous le savez peut-être, les Cuban Giants ont été largement étudiés par les chercheurs, par les historiens. Donc, on avait quand même une bonne chance de retrouver la trace de ce M. Smith-là qui a joué à Saint-Jean. Et comme de raison, il y a le M. James Bronson qui avait écrit un livre sur le baseball noir entre 1858 et 1900 et qui recense beaucoup de joueurs. Je ne vous dirai pas tous parce qu'il doit en manquer quelques-uns, mais écoute, c'est une anthologie, ce livre-là. Monsieur a fait un travail là, remarquable. Là. Il y a plein de joueurs. C'est pas des centaines, c'est des milliers. Et puis, comme de raison, il y avait Monsieur Taylor Smith dans le livre de Bronson, qui nous disait que Taylor Smith plays baseball in East and Canada between 1884 et 1886. Et il nous dit bien ici qu'il a joué pour qui? Pour Ottawa en 1899. Donc, AAA.
Voilà donc notre homme. C'est là qu'on a su que son prénom, c'était Taylor Smith. Et il y a une courte biographie ici que vous voyez, qui venait de Carlisle, en Pennsylvanie. Il a joué pour les Genuine Cuban Giants, donc, et voilà. Il a lancé aussi pour quelques autres équipes. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il nous confirme que c'était réellement Hull. Et comme vous voyez ici, là, Hull News Ottawa, journal le 19 juin 1899, c'est l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on cherche la trace. Donc, c'est certain, là, Monsieur Smith, il venait de Carlisle. Carlisle, c'est une des étapes du Underground Railroad qui servait pour donner la liberté aux esclaves américains, aux esclaves noirs. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'afro-descendants dans cette petite ville-là. Et dans le Sporting, pas Sporting News, mais ouais, je pense que c'est Sporting News, il a fait paraître une petite annonce. En 1884, Taylor Smith et M. Manning, Colored Battery, ils veulent se faire engager. Et ils donnent leur adresse. Donc, on voit bien là qu'on est en train de trouver la trace de ce que M. Bronson disait tout à l'heure. C'est bien lui. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'il s'est fait engager par la suite par les Cuban Giants. Vous voyez ici le box score quand M. Smith est bien là. Et puis là, imaginez-vous donc que ce qui est arrivé, c'est que les Cuban Giants ont fait une tournée dans le nord de l'État de New York et en Ontario. Cet article-là nous présente comme quoi qu'ils ont joué à Kingston, en Ontario. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que il commençait à se rapprocher dangereusement de Hull et d'Ottawa. Et monsieur, il a déserté. Et puis, il a commencé à jouer à Hull. Et puis là, il a commencé à se faire un nom avec le club de Hull, qui était indépendant à ce moment-là, qui ne faisait pas partie de la Ligue provinciale. Mais les Mascottes de Montréal, en 1899, luttaient pour le championnat contre le club de Sorel. Et il avait besoin de renfort. Et ayant entendu parler de M. Smith à Hull, qui semblait jouer très bien, ils l'ont fait venir à Montréal. Il n'a pas joué durant la saison, il a seulement joué durant les séries éliminatoires. Donc, vous voyez ici que Smith, c'est pas beau, là. C'est certain que dans ces années-là, les journalistes au Québec appelaient les gens de ce briquet-là. Mais vous voyez bien que c'est exactement lui, Smith, qui était un homme de couleur. Et puis, ils disent bien ici là, qu'ils l'ont fait venir juste pour les séries éliminatoires. Donc, il est arrivé à Montréal comme ça. Il a joué deux parties. Il a joué la partie demi-finale où il a réussi un coup sûr en quatre avec un point compté et deux buts volés. Et en finale, il a été 2 en 5 avec un but volé. Et il a permis aux mascottes de remporter la série de demi-finale et aussi la partie de finale. Donc, les mascottes en 1899 ont remporté le championnat de la Ligue provinciale. Juste un petit aparté, la Ligue provinciale avait été fondée en 1898. C'était une ligue qui était totalement francophone. Ça a été fait, je vous dirais, quand les Royaux sont arrivés en 1897, c'est l'équipe professionnelle de Montréal, mais était anglophone avec des joueurs américains et était surtout basé dans l'ouest de Montréal. Ils jouaient au Parc Atwater, qui était juste en face du Forum, donc qui est aujourd'hui la place Alexis-Nihon. Donc, c'était plutôt un club de l'Ouest et un club anglophone. Mais les francophones se sentaient un petit peu délaissés par ça. Donc, en réaction à l'arrivée des Royaux, ils ont fondé la Ligue provinciale en 1898. Il y a plusieurs clubs, dont à Montréal, les mascottes. Il y avait à Saint-Hyacinthe, il y en avait à Sorel, il y en avait à Farnham, il y en avait à Saint-Jean, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'était réellement une ligue de francophones pour les francophones. C'était en réaction à l'arrivée des Royaux. Et en 1899, comme de raison, on l'a vu, euh, les mascottes, qui étaient considérés à l'époque ni plus ni moins comme les royaux francophones. Ils ont remporté, je ne me souviens pas, mais c'est pas loin, sur les 10 années de la Ligue provinciale, je pense qu'ils ont remporté 6 championnats. Là, puis il s'est fait construire un parc de baseball qui ressemblait beaucoup, beaucoup au parc Atwater et qui était quand même assez moderne pour l'époque. Et juste pour vous dire que ce stade de baseball-là était construit au coin des rues de Lormier et Ontario, qui est devenu par la suite le stade de Lormier des Royaux. Donc, c'est pas un hasard que les Royaux ont construit le stade-là. Il y avait déjà du baseball et du sport qui jouaient là
à une bonne vingtaine d'années. Donc, joueur clé, comme vous voyez ici, c'est une caricature pas très belle. Je sais que ça allait plus un singe que d'autres choses, mais c'était comme ça que les gens à l'époque, les journalistes et les caricaturistes des journaux voyaient les hommes de couleur. Mais vous voyez bien que c'est réellement lui qui est là. C'est un homme de couleur qui est Smith, voilà son deuxième but. C'est ça dans la partie de demi-finale. Ah, OK. Donc, c'était un joueur clé. Euh, Pas des performances extraordinaires, mais quand même, il a aidé l'équipe des mascottes à remporter. L'année suivante, en 1900, il n'a pas poursuivi ses activités avec la mascotte. Il a fait on dit en bon québécois, un try-out. Ils ont fait un essai avec le club de Saint-Hyacinthe. Et puis, ce qui était arrivé, c'est que le club de Saint-Jean, ils ont été chercher. Probablement, ils ont fait plus d'argent, j'imagine. Donc, M. Smith s'est retrouvé à Saint-Jean. Comme vous voyez ici, il a joué 11 parties. La Ligue provinciale, ce n'était pas une ligue qui jouait beaucoup, beaucoup de parties. Ce n'est pas comme la Ligue internationale où les Royaux jouaient, puis le baseball majeur, là, ils jouaient à peu près une vingtaine de parties, 24 parties là, à chaque samedi ou dimanche, donc durant la saison. Mais il a joué 11 parties avec Saint-Jean, conservé une moyenne de 296 avec 13 points comptés. Donc, pour les points comptés, c'était bon. On pourrait s'attendre à ce que monsieur qui a joué pour les Cleveland Giants, puis qui jouait allègrement aux États-Unis, qui aurait été de plus haut calibre que les joueurs qui existaient déjà dans la Ligue provinciale. Mais il a frappé pour 296. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. C'est que monsieur, on va retourner en arrière. On ne sait pas pourquoi, mais vers la fin de la saison, monsieur Smith a quitté. Donc, pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est trouvé un autre contrat ailleurs? Est-ce qu'il a été engagé ailleurs? Ou est-ce qu'il y a eu peut-être des menaces? Parce qu'oubliez pas qu'en 1899, il avait joué juste 2 parties pour les mascottes, tandis que là, à Saint-Jean, il était rendu à 11 parties. Donc, il a commencé à jouer au mois de mai, puis il a quitté l'équipe au mois de juillet. Donc, il y a peut-être eu des gens qui n'étaient pas trop d'accord avec sa présence à Saint-Jean. On ne le sait pas. Les journaux ne le disent pas. Peut-être un jour qu'on va le découvrir, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du mois de juillet, il n'a pas terminé la saison et il est parti complètement et on a perdu sa trace par la suite. Euh, pour mon article, pour la revue du baseball canadien, c'était pas mon but de le suivre partout jusqu'au ce qui était rendu par la suite. Là, c'était juste son passage au Québec. Ça serait intéressant à un moment donné d'essayer de le suivre un peu partout. Je sais que M. Bronson, dans son livre, il a arrêté en 1900 aussi. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas sa trace par la suite. Mais à un moment donné, peut-être que je m'attellerai à aller voir qu'est-ce qui est arrivé à la fin de juillet pour qu'il quitte. Est-ce qu'il s'est trouvé un emploi ailleurs avec les Cleveland Giants, peut-être? Il est retourné avec cette équipe-là. Ou peut-être il est allé ailleurs. On ne sait pas. Mais ce serait peut-être intéressant de voir. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'est jamais revenu au Québec. Ça, on le sait, parce qu'un joueur noir qui vient jouer au Québec, là, on l'aurait su. Donc, il a quitté le Québec à ce moment-là. Est-ce qu'il est demeuré au Québec à l'hiver 1899-1900? Ça non plus, on ne sait pas. Ça serait peut-être intéressant de le savoir. Mais j'ai comme l'impression qu'il est retourné aux États-Unis, à Carlisle, en Pennsylvanie, puis qu'il est revenu. Mais c'est encore drôle. On peut penser qu'il a peut-être passé l'hiver ici, se trouvé un emploi durant l'hiver. On ne sait pas. Vraisemblablement, s'il s'est trouvé un emploi à Montréal, ça serait probablement comme porteur pour les chemins de fer, là, parce qu'il n'y avait pas d'autres débouchés pour les hommes de couleur à ce moment-là. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Il a quitté, c'est fini. Et puis là, à un moment donné, c'est ça, le monsieur, le collectionneur, il l'a fait reconnaître, là, parce qu'on l'avait oublié depuis longtemps, M. Smith, là, à part Alexandre Pratt, qui l'avait découvert en 2006, mais que ça n'avait pas été plus loin que ça. Mais la photo a fait en sorte que ça l'a brassé la poussière. Et puis, John Thorne, j'ai continué de communiquer avec lui. Et puis, là, ça a été rendu tout à l'heure. Et voilà. John Thorne, il avait créé une base de données ou un timeline, une chronologie euh, de l'intégration du baseball. Et puis, suite à la découverte de la photo de M. Smith en 2021, John l'a inclus dans sa chronologie que vous pouvez aller voir là, sur son site Internet. Vous allez voir ça. Juste taper dans Google Baseball Integration Timeline, puis vous allez le trouver. Il y a la photo qui est là, justement, de M. Smith, que je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est la surprise finale. Donc, John l'a inclus dans sa chronologie. Et moi, j'ai
fait dans la revue du baseball canadien un petit article sur son passage au Québec en 1899-1900. Et là, ben, il était reconnu. Et puis c'est comme ça qu'on maintenant qu'on sait qu'il y a eu un premier noir au Québec à la fin du 19e et au début du 20e siècle. J'imagine pas. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont probablement déjà vu la photo, ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou qui l'ont vu ailleurs dans la chronologie de John Thorne, mais c'est clou. Et la voilà. C'est sa photo à M. Smith, qui est bien marqué Saint-Jean dessus. C'est M. Pinsonneau, le photographe, sur la rue Richelieu à Saint-Jean. Euh, il y a un autre collectionneur qui a découvert une autre photo d'un autre joueur de Saint-Jean, qui est probablement la même équipe ou sensiblement à la même époque, qui n'était pas trop cher et personne ne voulait que je me suis procuré. Celle-ci, comprenez qu'elle a une signification historique, elle vaut quand même assez cher. Le collectionneur ne veut pas s'en départir. Mais à un moment donné, on finit par trouver un petit peu sa trace, là, ce qui est arrivé avec lui. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait de M. Smith. Et c'est lui ici qui est dans toute sa splendeur. Je ne sais pas quel âge vous pouvez lui donner. J'imagine qu'il a entre 25 et 35 ans. Il ne peut pas jouer à 40, mais c'est encore d'autres, là. Moi, ce soit Satchel Paige à 45 ans, là. Mais dans ces années-là, c'est à peu près ça, là. Donc, il a joué en 1899-1900, à moins qu'il soit tombé malade et qu'il soit décédé, qu'il n'ait plus été capable de jouer. Je pense bien qu'après 1900, qu'il a continué sa carrière aux États-Unis, mais est-ce qu'il a changé de nom? Est-ce qu'il a utilisé un pseudonyme? On l'a perdu de trace. J'ai essayé sommairement de le retrouver, mais je n'ai pas été capable. Mais on va finir à un moment donné de savoir ce qui est arrivé avec lui, M. Smith, au moins. Puis probablement aussi connaître sa date de naissance qu'on ne sait pas encore, mais ça peut être un peu plus difficile avec les registres là, pour les Noirs. On ne sait pas ce qui est arrivé, surtout si peut-être venu au monde dans une plantation, on ne sait pas, là, selon son âge, là, donc, ou après les bouleversements. Donc, voilà l'histoire de M. Smith, les amis. Eh, Patrick, en ce qui a trait à la photo, est-ce qu'on sait c'était pour quelle raison elle a été prise? Est-ce que tous les joueurs de Saint-Jean avaient leurs photos comme ça que les on ne le amateurs sait pouvaient pas, acheter? on ne le sait pas. Euh, on a rarement vu des photos de joueurs à cette époque-là comme ça. Je sais qu'il y a toujours des Oui. photos d'équipe. Mhm. Mais c'est pas toutes les équipes qui avaient de l'argent assez pour se faire photographier. Mais je sais qu'à Saint-Hyacinthe, en 1896, il y a une belle photo d'équipe. Et il y a une mosaïque aussi en 1895. Pour Saint-Jean, on ne l'a pas retrouvé. Les mascottes, j'ai jamais vu quelque chose du genre. Je sais qu'il y a une photo d'équipe, les mascottes, mais après leur adhésion à la Ligue provinciale. Donc, on ne sait pas. Est-ce que tous les joueurs ont se C'est fait quand même une photographier photo aussi juste d'une, lui? c'est quand même une photo d'une bonne qualité. Oui, exactement ça. Et C'est pas puis, quelque chose normalement, d'accidentel. non, non, c'est ça. Puis, moi, de ce que je connais de cette époque-là, c'est qu'il servait probablement de ces photos-là pour monter une mosaïque. Mhm. Donc, j'imagine que les autres joueurs aussi, ils sont fait photographier. Puis, s'il n'y a pas eu de photo d'équipe, au moins, il y a eu un encadrement avec des vignettes de tous les joueurs comme ça. Puis, lui, ça devait être sa photo officielle, là. Donc, ça, vous comprenez, en 1899-1900, c'était quand même assez dur à retrouver, là. Bon, peut-être à un moment donné, mais celle-là, qu'elle soit sortie, puis que ce soit celle-là aussi. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pensé aussi qu'elle était exceptionnelle, puis il l'a conservé, parce qu'un joueur noir à Saint-Jean en 1899, c'est quand même c'est pas ordinaire, là. Mais, ouais, c'est ça, probablement c'est ça. Moi, une photo officielle, là. Est-ce que les autres joueurs, j'ai aucune idée. Mais c'est quand même fabuleux. Tu sais, c'est arrivé de nulle part. Hein. On ne savait pas que ça existait, là, puis que le collectionneur arrive là, puis qu'il nous sorte ça. Et, c'est lui d'ailleurs qui avait une photo de Saint-Hyacinthe, là, que j'ai été capable de l'identifier, là, puis il était très content aussi. Donc, non, je suppose qu'il prend ses photos. Je sais qu'Alexandre Pratt, là, il collectionnait beaucoup de photos à un moment donné, là, puis il trouvait un peu partout. Il y a Damien Leduc aussi, un de nos membres là, qu'on n'a jamais vu, mais qui est très, très, très connaisseur sur le baseball à cette époque-là. Puis, mais là, je ne sais pas ce qu'il a pris sa photo. On n'a aucune idée, mais qu'elle soit sortie, là, que c'est fantastique. Surtout qu'en plus, c'est un pan important de l'histoire du baseball au Québec. Là. Avez-vous d'autres choses? Donc ça, c'est le dernier joueur documenté jusqu'à celui qui est réapparu en 1920. En 1922, Charlie Culver, Oui, exactement, au oui, Québec. oui. Exactement ça. C'est pas impossible qu'il y en ait eu entre ça. C'est juste qu'on n'a pas entendu parler parce que Charlie Culver, on en parle parce que c'est surtout quand que Christian Trudeau l'a découvert, là, c'est qu'il a joué dans le baseball professionnel organisé. Oui.
C'est ça. Puis, c'était le baseball mineur, là. Donc, c'était, je me souviens bien, une équipe de classe B, là, la Ligue Québec-Ontario-Vermont, de Joe Page, donc il a été affilié au baseball majeur, là. Donc, c'est pour ça. Mais il n'a pas joué longtemps non plus, comme Christian l'a découvert, là. Ça aussi, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si baseball majeur s'est rendu compte qu'il y avait un joueur noir qui avait été signé par une équipe professionnelle, puis qui ont dit non, non, non. Mais oui, en effet, ça serait probablement là, un des deux seuls, là. Puis après Charlie Culver, il y a eu des joueurs noirs qui sont venus jouer dans les années 30 ici, là, plein d'équipes itinérantes qui sont demeurées ici, les Black Panthers, là, entre autres. Là. Et puis, là, par contre, c'était pas affilié au baseball majeur, là. Puis lui non plus, d'ailleurs, la Ligue provinciale n'était pas affiliée, mais c'était quand même une ligue qui était plus importante que les autres. C'est pas une ligue locale comme la Ligue des cantons de l'Est ou des choses du genre. Hein. Oui, mais c'était avant l'organisation du baseball mineur, qui, je Exactement crois, ça. en 1901-1902. Exactement ça. Mais il y Donc, avait ça peut une être l'équivalent entente, d'une ligue. là. Ça peut être l'équivalent d'une ligue mineure. Oui, exactement ça. Exactement comme la ligue que j'étudie aussi, là, la Ligue Eastern Mhm. International League, qui n'était pas une ligue affiliée, mais en 1896, il était dans le Goodrich. Donc, on peut Mhm. penser que c'était considéré comme une ligue mineure, surtout qu'il y avait des joueurs qui avaient joué là, surtout comme Cy Seymour, là, et puis Oui. notre ami amérindien qui Paul- venait du Maine, là. Louis Alexis. Exactement ça, qui a joué pour Plattsburgh. Donc, Et pas c'est ça. Powers aussi, le receveur? Doc Powers était receveur. C'est un des deux seuls joueurs qui est décédé de ses blessures subies sur un terrain de baseball, là. Non, ça, c'est un médecin. Non, je sais pas. Je sais. Ce qui est arrivé de Doc Powers, c'est que probablement qu'il a fait une appendicite. C'est juste qu'il a attrapé une Mhm. balle, une fausse balle en arrière du marbre, puis il est rentré tête première dans dans la clôture là, ou dans le mur. Mais on pense que c'est ça, mais c'est pas mal plus une crise d'appendicite qu'il y a eu le lendemain ou 2 jours plus tard, là. Donc, ouais, c'est ça. C'était pas une ligue organisée, mais c'était une ligue, comme tu dis, Philippe, en effet, là, que c'était une ligue réellement là, de calibre mineur, là, comme qu'on connaît dans le temps, comme qu'on connaît aujourd'hui. Et je présume que les joueurs étaient payés, vu que Exactement non, ça. Smith ne Je sais serait que pas resté là pour. Non, non, exactement. Cy Seymour, je me souviens bien, il gagnait pas loin de 400 $ par mois avec Plattsburgh. Ça. Donc, à Montréal, ça devait être un peu moins. Mais j'imagine s'il a déserté les Cuban Giants pour venir à Hull puis jouer à Saint-Jean puis à Montréal, c'est qu'il y a eu beaucoup plus. Il devait être payé en conséquence. Exactement ça. C'est ça. Ouais. Sinon, il Puis ne serait pas resté. ouais. Puis dans les journaux, ils disent aussi, hein, tu sais, c'est exceptionnel, là, comme Harold, là, tu sais, que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui disait que le clou du spectacle, c'était un joueur noir. Tu sais, jouer pour une équipe blanche, là, c'était quand même exceptionnel, là. À Montréal aussi, voyez-vous, là, les caricatures, là, c'est certain, quand ils ont vu un joueur noir, là, c'était quelque chose. Mais comme je vous dis, je ne sais pas ce qui est arrivé. Y a-t-il quelqu'un qui s'est plaint? Il a commencé à avoir des menaces? J'ai aucune idée. Mais il est parti quand même assez vite. Fait qu'on peut penser qu'il est arrivé quelque chose, là, à moins qu'il s'est trouvé un autre contrat ailleurs plus lucratif. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, pas pour moi. Hein? Mais c'était très intéressant, hein. Oui, Oui. mais c'est ça, tu sais, comme je vous disais, tu sais, je ne peux pas parler longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à vous dire. J'aurais pu vous parler de ces parties là, une à une. Là, ça n'aurait pas été très intéressant non plus. Là. Puis on n'a pas beaucoup de détails non plus, parce que dans les journées de l'époque, ils faisaient pas mal plus référence aux joueurs canadiens, français que ces joueurs-là. Là, moi, je les appelle des mercenaires, là, mais des fois, ils les appelaient les joueurs importés ou les joueurs engagés. Mais il y en Mais avait un bon pourcentage dans cette ligue-là, ou c'est quoi? oui, Euh, il y en avait beaucoup, beaucoup. Il y en avait beaucoup en termes. Je vais revenir en arrière. Attends, je vais. euh, C'est comme ça ici, là. Tompkins, ouais. c'est un Québécois. Ashton, on présume que c'est un Américain. Mhm. Miron, il avait joué. Ça, c'est Bébé Miron, qui avait joué dans le baseball mineur américain, mais c'était un Québécois ou un Franco-américain. Donc, il y en avait quelques-uns là, qui venaient d'ailleurs. Là, M. Boston, le catcher, receveur à Saint-Jean, ça, j'imagine, c'est un pseudonyme, là. Mhm. À Ça moins devait que venir ça de soit Boston, réellement oui. son nom. C'est ça, hein, Ça j'imagine, là. existe. Et Kissane, Daly, l'autre receveur, ouais, le leur Daly ici, ça, mascotte. c'est un joueur américain qui a joué dans la Ligue, la Ligue internationale de l'Est, la Ligue que j'étudie. Ça, c'est un joueur américain. Mhm. Connor, je présume aussi que c'en est un. Regardez, ça, c'est en 1900, mais en 1899, on va regarder ce qu'il y avait. Regarde ici, là, pour Kingston. Ouais, ça, Kingston, c'est pas pareil, par exemple. Mais, ouais, mais il y avait quand même beaucoup de joueurs. Ça. Je me fie à la Ligue internationale de l'Est.
Euh, En 1895, les nationales, c'est pas pareil. Eux, ils étaient strictement amateurs. C'est l'Association athlétique canadienne-française. Il n'y avait pas de joueurs qui venaient des États-Unis, mais les joueurs de Plattsburgh et de Saint Albans, qui étaient dans la ligue, eux, ils venaient tous des collèges américains ou des joueurs des ligues mineures. En 1896, il y a eu l'équipe professionnelle à Montréal qui a remplacé le national. Là, c'était réellement des joueurs américains. Il y a je dirais, sur les 10-12 joueurs de l'équipe, il y avait peut-être bien juste un ou deux Montréalais qui jouaient. Les autres, c'était tous des gens qui ont été engagés ailleurs. Un peu comme les Royaux, dans le fond. Là. Puis les expos, on s'entend, là, les joueurs québécois, ils n'avaient pas. Là. On l'avait étudié aussi avec Christian Trudeau pour la Ligue Eastern Canada, au Québec, Québec, Ontario, Vermont. On avait dit que la présentation que j'avais faite au mois de septembre l'année passée avec Christian, que Léo Dandurin voulait avoir une équipe strictement francophone. Puis au début, il l'avait essayé, il l'avait fait, mais il s'est rendu compte que les performances n'étaient pas au rendez-vous, donc il n'a pas pu faire autrement que d'aller chercher des joueurs anglophones. Fait que ça fait en sorte, je me souviens bien, là, en dernier, la dernière partie, je pense qu'il n'y avait plus de joueurs francophones ou il en restait juste un. Là. Donc, il y en avait beaucoup. S'il voulait faire de l'argent, là, je ne pense pas qu'il était capable de gagner tout le temps avec juste des joueurs montréalais francophones. Jack, tu avais quelque chose à dire? Non, c'est intéressant parce que pour moi, c'est un domaine nouveau parce que je suis plus familier avec euh, le baseball de l'Ouest et des ligues des années, fin des années 40, début des années 50, euh, en Alberta, en Saskatchewan, puis au Manitoba. OK. Il y Ouais, avait ben, beaucoup de joueurs, euh, de joueurs noirs. Puis des très bons joueurs noirs. C'était qui aujourd'hui jouerait probablement dans le baseball majeur. je- ça me Je surprend pense que pas. C'était quand l'intégration a eu lieu, les joueurs noirs qui venaient en grande partie du sud des États-Unis préféraient aller jouer dans l'ouest ou dans le nord-est parce que c'était des conditions bien meilleures. Ouais, Souvent, ils n'étaient pas tolérés dans les ligues dans le sud. c'est ça. Il n'était pas harcelé. Donc, je sais que Raymond Davio, quand il jouait dans le baseball mineur, il s'était fait harceler aussi parce qu'il était dans la même chambre de chambreur avec un joueur noir. Là, puis il disait qu'un blanc, c'est plus. Fait que ça ne me surprend pas là, qu'il soit dans l'Ouest, là, qu'il était moins harcelé. Puis était plus toléré peut-être là-bas. Il avait moins de chances de se faire, de se faire des menaces en Saskatchewan qu'en Alabama, mettons. Oui, c'est quand même intéressant de le voir, lui, puis de savoir, tu sais, que dans ces années-là, parce que pour poursuivre un petit peu, là, vu qu'on a encore du temps, c'est que le Québec, il y a bien des gens qui ne se rendent pas compte, mais le Québec a été intégré au réseau du baseball nord-américain assez hâtivement. Euh, Plus tard qu'en Ontario, ça, c'est une discussion que j'ai toujours avec John Thorne, donc on se demande pourquoi, mais à un moment donné, je vais finir par rédiger un article sur ça. J'ai une bonne hypothèse, là. Mais, euh, mais c'est ça, dès 1895, là, aussitôt que l'équipe du national rentre dans la Ligue internationale de l'Est, là, on commence à avoir des joueurs américains qui viennent à Montréal, puis là, ça commence un petit peu. Mais dans le fond, là, l'intégration a été faite. Je m'excuse de toujours parler de lui, mais c'est le running gag avec Christian Trudeau, mais Joe Page a été beaucoup pour ça. Mais C'est je me ça. demande Tu ne peux à pas quel soulever une point, C'est roche triste, sans là, mais trouver c'est Joe ça. Page. je me demande à quel point les chemins de Exactement fer ça. Tu sais, ont influencé sur Pardon, Jack? la présence des joueurs noirs au Québec. Parce qu'il y avait beaucoup qui De travaillaient quoi qui a comme influencé? sur les trains. Puis je sais qu'à Farnham, par Ouais, exemple, il y avait c'est ça. beaucoup de. C'était une plaque tournante pour les chemins de fer. Puis il y avait beaucoup de joueurs noirs dans, dans cette Ouais. région-là. Ça me Puis je surprend regarde, pas. C'est ça, surtout comparé à que dans ce l'Ouest, moment-là, c'était beaucoup plus des gens qui jouaient. Ben, il y avait l'opportunité de venir jouer au Canada avec des meilleurs salaires. Ça, ils venaient. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un noyau qui était pas dû au baseball, mais dû
à leur emploi dans le chemin de fer. Tu avais un tas de jeunes noirs, d'hommes noirs qui demeuraient à Montréal, à Farnham. Puis c'était une source pour le baseball fantastique. Ouais. Puis, tu as un peu raison, Jack, parce que moi, j'ai étudié le baseball à Montréal dans les années 1880. 1880, 1880, OK? Et puis, à cette époque-là, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui faisaient partie d'équipes amateurs et semi-professionnelles qui travaillaient pour les chemins de fer, surtout pour le Grand Tronc. Ils habitaient à Pointe-Saint-Charles et à Saint-Henri. Oui. Et puis, moi, je pense au frère Cuthbert, là, qui jouait pour le fameux Comet, là, ou le Beaver, là, il va changer de nom une couple de fois. Là. C'est l'équipe la plus fantastique de Montréal. Là. Puis, il battait tout le monde tellement à un moment donné que les journalistes disaient s'ils continuent à tout le temps gagner comme ça, ils vont tuer le baseball à Montréal parce qu'il n'y a plus d'intérêt d'avoir des parties. Ils gagnent toujours. Mhm. Et c'est des gens qui travaillent au Grand Tronc. Ce pas des Noirs, par exemple, c'est des Blancs, mais c'est pour ça que, au début, à Montréal, c'était le chemin de fer, puis que tu dis ça, là, que tu parles de Farnham, ce qui n'est pas impossible. En effet, parce qu'on sait que les Noirs, il y avait. Là, j'exagère un petit peu, là, mais les personnes de couleur à Montréal, il y avait la possibilité de travailler dans deux endroits. C'est soit tireur de chaussures ou porteur de bagages là, sur les trains. Mhm. Donc, son hypothèse est assez bonne. Hein? Surtout que, en fait, c'est vrai que Farnham était une plaque tournante. Puis Joe Page, il travaillait à Farnham. Fait que, ouais, ça se pourrait très bien, ça. C'est une piste à suivre, ça, surtout Farnham. Puis Farnham, c'est intéressant avec eux, c'est que c'est moitié anglophone, moitié francophone. Tu sais, fait que c'est pas loin c'est Canton de l'Est, c'est près de la frontière américaine, c'est assez près de Montréal, tu sais, c'est entre les deux, fait que probablement qu'ils étaient capables d'aller réunir là, un bon bassin de joueurs, là. Ce qui n'est pas impossible en effet. Bon point, Jeff. Donc, ouais, pour continuer un petit peu, là, c'est fantastique de suivre ça parce qu'il y a beaucoup d'Américains, en tout cas, puis peut-être même des Québécois qui ne réalisent pas qu'il y avait beaucoup d'activités au baseball dans ces années-là au Québec. Ça a pris un certain temps, par exemple, pour que le professionnalisme sorte de la région de Montréal. Mais un coup que ça a été sorti, là, on envoyait des équipes à Saint-Jean un peu partout. Au début, c'est certain que le noyau ou la capitale du baseball au Québec, c'était Montréal, c'est certain, là, avec le nombre de personnes, le nombre d'habitants qui étaient là. Au Prorata, il était pour avoir plus de joueurs qu'à Saint-Hyacinthe. Malgré qu'à Saint-Hyacinthe, on pouvait, à une certaine mesure, dire que c'était la capitale du baseball francophone, parce que quand il y a une partie en 1895 qui a été jouée entre l'équipe de Saint-Hyacinthe et le national qui a attiré pas loin de 5000 personnes. Il y avait moins de monde que ça aux expos la dernière année, des fois. Ah, ben oui. Donc, c'est ça. Donc, non, c'est pour ça que faut pas être surpris que M. Smith soit arrivé à Montréal. C'est pas un accident, là, réellement, là. Mhm. C'est qu'il y avait de l'activité puis c'était le début, là. C'est le noyau, là, c'était les années formatrices du baseball professionnel à Montréal, là, entre 1895 et 1904. Là, c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris de le voir arriver ici, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, là. Des anciens joueurs du baseball mineur, puis ceux aussi qui étaient pour y aller par la suite, y compris des Canadiens français, des francophones. Mhm. Je pense à Eugène Payette qui a joué pour les Royaux, à Louis Belcourt aussi, puis Bébé Miron là, qui a joué dans le baseball professionnel américain. Donc, non, c'est intéressant à suivre. Il y a eu quelque chose là. C'était pas un désert de baseball au Québec et à Montréal en 1899, en 1900, quand Smith est arrivé. Mhm. Ouais. Mais je regarde les noms, je sais qu'il y avait Langlois qui jouait pour Saint-Hyacinthe ici, là. Et puis lui, il jouait avec Smith au début de l'année en 1900, puis ils ont été engagés par Saint-Jean. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir aussi une enchère. C'est peut-être bien donné 10, 15 dollars de plus par mois, là. C'est juste assez, puis ça paraît pas, mais en 1900, 15 dollars de plus, ça fait une grosse différence, hein. Ben, c'est beaucoup. C'est ça. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de noms anglophones, là. La mascotte à Montréal, là, c'était plus le national, il se targuait d'être l'équipe
nationale canadienne-française, mais à partir de 1896-97, comme je vous disais tout à l'heure, c'était impossible de garder seulement des francophones à l'alignement. Le baseball a été intégré avec le réseau nord-américain, puis ensuite, ben, comme je vous disais, là, pour compétitionner, là, c'est certain qu'il allait chercher des joueurs. Je sais qu'à Oui, un moment donné, il avait fait venir un joueur franco-américain à Saint-Hyacinthe aussi. Là, ça a attiré les foules comme de raison. Là. Tu sais, c'est comme un spectacle, c'est sport-spectacle aussi un peu. Là. Donc, ouais, Ça vient d'où ce nom mascotte? je ne sais pas. Ils ont commencé ça à un moment donné. Euh, au début, ils appelaient ça la mascotte, là, association, là, puis finalement, c'est devenu la mascotte ou les mascottes. Mais il y avait plein de noms étranges à ce moment-là. Il y avait une équipe amateur qui s'appelait les Amis Choisis. Mais la plupart des équipes à ce moment-là, là, ils se nommaient selon la paroisse où ils étaient, le club de Lormier, le club à Saint-Anselme. Mais mascotte, réellement, c'est un club là, qui était semi-professionnel, sinon professionnel au complet. Là. Je ne crois pas que les autres équipes aient eu des surnoms, par contre. Saint-Jean, ça ne faisait pas. Puis Saint-Hyacinthe, malgré Saint-Hyacinthe, de temps à autre, on l'appelait les Granites là, parce qu'il y avait une carrière là-bas. Mais Il n'y avait pas sinon, il y avait pas comme une association sportive ou un club de sport qui s'appelait le mascotte, probablement qu'au début, comme ça a le commencé Montreal comme ça. Athletic ou le Ouais, Shamrock. probablement que ça a commencé comme ça. Je sais en 1900, à ces années-là, là, quand Smith est arrivé, là, c'est là ils ont construit le stade de baseball sur Ontario et de Lormier. Fait que c'est très possible, Philippe, qu'il y ait un nom d'association comme ça. Là. Mais dans la ligne provinciale, c'est le seul qui avait un surnom. Mhm. Les autres, c'est tout le temps le Saint-Jean ou le club de Saint-Jean. Là. Donc, on va se parler 2 minutes. Merci. On a encore du temps. On Mhm. va juste. Ça va regarder l'heure. Oui, OK, c'est beau. Donc, oui, on va vous parler du programme de Sabre Québec pour l'année qui vient. Oh, attendez une minute, j'ai de la visite. Charbon. Bon, Patrick, oui, je vais allez-y. devoir vous quitter. C'est bon. Merci de ta conférence, c'est réellement intéressant. Merci d'être là, Jack. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Je me suis Oui, content de voir oui, que tu es ça, je encore me en suis dit, santé. il est temps que je fasse présence. Bon, c'est bien beau. On est content de te voir, Jack. Ça me fait chaud au cœur de te voir en santé et vivant. OK. Bonne Absolument, chance, Jack. Philippe. Salut. OK, au revoir. Donc, comme je vous disais, le programme, on va recommencer à faire nos 4 réunions par année. Si c'est possible d'en faire une, mais c'est certain, moi, je vais y aller, comme je vous disais, là, à Québec avec Louis et Daniel. Si on est capable d'en faire une conjointe là, ça sera une de nos réunions en présence. On va en avoir une autre probablement à Trois-Rivières pour une partie de baseball comme on fait d'habitude. C'est pas impossible peut-être, Philippe, qu'on pourrait organiser quelque chose à Ottawa. OK. Peut-être, on ne sait pas. Bon, il n'a jamais été voir du baseball. On a été à Trois-Rivières à Québec, là, mais Non, au tout début, encore Baseball Montréal avait organisé quelque chose quand ils étaient membres du chapitre. ouais, c'est ça. On avait organisé un match un match des Lynx à Ottawa. OK, c'est ça. Mais là, ça fait longtemps que moi, j'ai fait longtemps que j'ai pas été. La dernière fois, je pense que j'ai été. Non, c'est pas vrai, j'ai été en 2015 à aller voir une partie. C'était les Champs dans ce temps-là, je me souviens bien. Là. Probablement. Oui, c'est ça, c'était comme la première saison ou la Ouais, deuxième saison des exactement Champs. ça. Non, c'est ça. Fait qu'on pourrait faire ça, notre réunion du mois d'août, on va faire ça là. Mhm. Sinon, je vais essayer encore une fois d'aller chercher notre ami Alain Bergeron, qui a écrit sur le dernier des assaillis. Je ne sais pas s'il a fini son, ses problèmes avec son éditeur, mais on va voir. J'ai M. Miller. T'en souviens, M. Miller qu'on avait rencontré? Oui, tout à fait. Qui a écrit un livre sur. Attends, je vais arrêter le partage. Voici. Bon. C'est bon. Ouais, donc, son petit livre ici. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait un auteur américain qui avait écrit un livre sur Jim Gillian, qui a joué pour les Royaux. Donc, attends, bon, ça vient de s'arrêter. OK, ça va bien. Ça revient, c'est correct. Donc, Jim Gillian, peut-être. On verra. Donc, on va avoir probablement 4 réunions cette année. Moi, comme je vous disais, là, que mon but, c'était d'avoir une réunion de baseball.
Ensuite, si on est capable d'avoir des réunions en présence, tant mieux. Si on fait ça en présence à Québec, c'est beau. On va avoir un conférencier québécois et un conférencier américain pour parler d'autres choses. Donc, James Joliet, ça serait une bonne chose, ou John Miller ici, là. Donc, je pense qu'on va être bon en 2026 pour faire nos quatre. Cette année, on a manqué, on a trois, là. Ça fait longtemps qu'on qu'on n'a pas eu autant que ça, là. Mais on était censé l'avoir la quatrième avec M. Bergeron qui nous a, se sauvé. Pour la journée Sabre, tu as des plans? Je ne sais pas, je vais regarder. C'est ça, peut-être bien qu'on pourrait avoir un conférencier ou si tu as une idée. Non, parce qu'ils ont juste donné la date dans le bulletin d'hier. Oui, c'est ça. Fait que je vais regarder ça. Peut-être bien, je pourrais inviter monsieur qui a écrit le livre sur M. Gilliam, là, le Mhm. joueur des Royaux, peut être intéressant. Aussi, avec Bob Elias, la dernière fois, c'est intéressant aussi là, d'entendre parler. Tu sais, fait que, on verra ça. Mais c'est certain là, qu'on va s'enligner encore une fois vers quatre réunions, là. Mais plus en virtuel que d'autres choses. On verra si on est capable de se trouver une place, mais c'est pour ça que je reviens tout le temps sur T'as ça, mais toujours pas avec de, t'as d'endroits toujours pour se pas trouvé rencontrer. d'endroit à Montréal. C'est ça, exactement ça. Puis ça va finir peut-être un jour de trouver quelque chose, mais là, les restaurants commencent à fermer un après l'autre. La rue Sherbrooke qui construit des condos, là, mais c'est moins drôle, là. Mais je me souviendrai toujours de notre petite salle qu'on avait à la cage au sport sur René Lévesque, là, quand on avait la petite place, la petite pièce dans le coin, que c'était tellement agréable d'être là, là. Ça, c'était bien, oui. Et au C'est là. Madison, on était tout le temps tout seul le samedi, là. Ouais, on était suffisamment tôt qu'il y avait des fois un C'est ça. anniversaire Les autres d'enfant, c'était tout. ils étaient contents de nous voir arriver 6-7 personnes en même temps, là. Ça faisait l'heure Ouais. avant midi, là. Fait que, ça devrait être ça. On va avoir nos quatre réunions. Là. Ça va être bien le fun. On recommence tranquillement pas vite. Là. Fait que ça va être. Ouais. Là, je m'excuse parce que j'ai la visite poilue à côté de moi. Mais non, ça devrait être correct. Puis là, comme je vous dis, moi, mon but, ce serait ça. Là, si on est capable de faire des réunions en présence, tant mieux. Sinon, ce serait en virtuel. Puis c'est ça. Une partie de baseball, deux conférenciers québécois, puis ensuite un conférencier américain ou étranger, ou peu importe, canadien, anglais, là. Fait que pour essayer de diversifier un peu notre membership, puis en même temps pour ouvrir de nouveaux horizons. Donc, ça serait ça. Parfait. Ce que- Ben, écoute, ce que- on se rappelle plus tard, là. Pour, Exactement ça. Puis OK. Louis, merci d'être là. J'espère que tu as apprécié. Fait que, on va se reparler de toute façon, toi puis moi. On se parle régulièrement. Donc, pas de problème. On planifiera la rencontre avec Daniel en 2026, là. Fait que, ça va être très correct. Fait que, on se quitte tout ça, les amis? OK. Parfait. Je t'envoie le. Tu te connectes-tu dans 2 minutes, Philippe? Oui, c'est ça, j'ai le lien. Parfait. Merci beaucoup, Louis. On se reparle. Salut. Il vient d'ouvrir sa caméra. OK.